Alors bonjour, donc on continue sur cette table ronde sur surveillance et journalisme. Alors l'idée de cette table ronde, c'était pas simplement d'avoir des articles de presse pendant le colloque, on a réussi à en avoir deux, donc c'est déjà un exploit, mais aussi de voir la fonction et les problèmes que posent les questions de renseignement et de surveillance aux journalistes. On a principalement deux questions, deux thématiques principales dans la table ronde. D'abord, en quoi ces techniques de surveillance peuvent impacter le travail de journaliste? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Est-ce que ça change la façon de travailler? Comment on fait pour protéger ses sources? Et puis la deuxième grande question, c'est comment les journalistes peuvent participer au contrôle des services de renseignement, enfin du renseignement dans une société démocratique. Alors on l'a vu, on a évoqué à plusieurs reprises, ça a été dit ce matin par Nicolas Hervieux notamment, il y a une requête qui a été introduite par l'association confraternelle de la presse judiciaire, au nom, avec deux journalistes notamment, dont Jacques Folloroux et Franck Johannes, qui sont deux des requérants individuels dans ces requêtes. Et donc on voit très bien qu'il y a un rôle particulier, spécifique des journalistes par rapport à ces techniques de renseignement. Alors on va assez vite passer parce que c'est très dense. Peut-être je présente rapidement les personnes. Donc d'abord, le premier, Martin Luther Singer, qui est journaliste au Monde. Deuxième, c'est Pierre Alonso, qui est journaliste à Libération. Alors je ne dis peut-être pas vos portefeuilles précis, vous direz peut-être en intervenant. Il vient d'intervenir Jacques Folloroux du Monde. Ensuite, on a, si je ne me trompe pas, Elsa Trujillo, comme ça, au Figaro. Et enfin, Amael Guiton, de Libération. On a essayé d'avoir une table ronde paritaire, on y a tenu. Bon, là, la répartition n'est pas tout à fait idéale, mais bon, voilà. En tout cas, on tenait à avoir des représentants des grands quotidiens et aussi, si possible, de toutes à la fois des hommes et des femmes, ce qui n'est pas toujours facile. Au début, la table ronde, je dois le confesser, c'était uniquement des hommes, donc on a fait un gros effort. Voilà, je te passe la parole pour la première question. Très bien, c'est un véritable plaisir pour nous, alors qu'on est souvent sollicité par des journalistes. On est très content de pouvoir nous trouver à la place des journalistes et vous poser des questions. Et la première question qui vient de manière presque naturelle, est-ce que certains d'entre vous, dans cette table ronde, ou de vos collègues, se sont-ils déjà sentis surveillés? Jacques Folloroux, je sens qu'il est surveillé. Bon, alors, je vais peut-être commencer. Alors, pour ma part, je ferai une distinction entre... Enfin, je trouve que la question est bien posée, disons. Parce que je pense que l'important n'est pas tellement d'être surveillé, mais de se sentir surveillé. C'est vraiment ça qui a ensuite un impact sur le comportement qu'on peut avoir. Alors, nous, là, on parle en tant que journaliste, mais c'est évidemment un impact qui existe pour tout un chacun, pour les citoyennes, pour les citoyens. En ce qui me concerne, en tant que journaliste, je me suis senti surveillé à partir du moment où il y a une enquête qui a été ouverte sur des documents que j'avais publiés, qui étaient des documents classifiés. J'ai été ensuite entendu dans le cadre d'une enquête comme témoin, jamais été mis en examen. Est-ce qu'il y avait une surveillance? Honnêtement, je dirais probablement pas. Mais de fait, la simple idée de craindre cette surveillance me limitait évidemment et énormément dans mon activité, puisque pendant un certain temps, il y a des contacts que je ne voyais plus en me disant si je les vois, là je suis de la matière radioactive. Et je pense que c'est le plus important dans la surveillance, c'est au moins autant sa réalité que les effets qu'elle produit à partir du moment où on la redoute. Je pense aussi, pour parler d'un cas récent, vous avez peut-être vu qu'il y a une journaliste des Jours qui s'appelle Camille Polony qui a fait depuis 2011, je crois, des demandes de communication de toutes les informations détenues sur elle par le ministère de l'Intérieur et de la Défense. Puis elle a fait tous les recours, elle a saisi la CNIL, puis le Conseil d'État. Et finalement, le Conseil d'État a fini par dire qu'il y avait bien le renseignement militaire qui avait des informations sur elle. Elle a fait, enfin, à ma connaissance, elle l'a fait comme ça. Elle n'avait pas d'idée précise si elle était surveillée ou pas, mais c'est finalement, elle a gratté, elle a trouvé quelque chose. Donc ça témoigne que les journalistes peuvent faire l'objet d'une certaine surveillance. Allez-y. Alors, personnellement, je ne me suis jamais vraiment sentie surveillée, ou alors c'était justement parce que j'enquêtais sur une entreprise de traduction automatique qui
travaille pour les services secrets. Et dans ce cas-là, c'était plus les personnes avec lesquelles j'étais en contact qui me disaient qu'éventuellement, je pouvais faire l'objet d'une surveillance. Mais j'imagine que de toute façon, si on est surveillé, c'est quand même très difficile à repérer, ou du moins avec les compétences techniques qu'on a en tant que journaliste et pas en tant qu'informaticien spécialisé. Et dans ce cas-là, on passe par tous les moyens de protection classiques de ces communications, finalement que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'applique pas au quotidien forcément, que sont le fait de passer par des applications chiffrées, d'utiliser le PGP, CryptoCat, ce genre de moyens de communication. Mais sinon, moi en tout cas pour le moment, je n'ai pas mené d'enquête qui va renverser le gouvernement, donc je n'ai pas forcément senti de surveillance à mon endroit. Non, mais je pense que d'abord, ça dépend effectivement sur quel sujet on travaille. On va dire qu'à partir du moment où on s'approche du régalien et où on s'approche du secret défense, on va prendre évidemment plus de précautions. Effectivement, ce que disait Pierre est très juste, c'est-à-dire que on va rarement se sentir suivi dans la rue, par exemple. On n'est pas forcément dans ce type de contexte-là. En revanche, effectivement, quand c'est arrivé au Monde, c'est arrivé à Libération, sur des périodes assez récentes, de publier notamment des documents qui provenaient de la NSA, notamment. Bon, c'est sûr que quand on travaille sur ce type de matériaux, on prend évidemment des précautions. Oui. Juste un point juridique, que précisément, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, dans toutes ces affaires qui concernent les journalistes, insiste surtout sur le chilling effect de la surveillance et l'autocensure. Mais dans le passé, au Monde, il y a eu des journalistes qui ont été surveillés, ça date maintenant, mais dans les affaires Mitterrand, sur la vie privée de Mitterrand, il y a pu y avoir des utilisations de services de renseignement à l'égard de journalistes. Alors, dans cette question, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est, d'une certaine manière, c'est la conception par les services de l'État et par l'État lui-même du rôle des journalistes. Parce que ce que peuvent ressentir les états d'âme des journalistes, d'une certaine manière, pour moi, c'est relativement secondaire. De même que les renseignements, les éléments dont peuvent disposer les services de renseignement, à l'époque, les fameuses fiches RG ou la DPSD, donc DPSD, etc. C'était souvent, quand on voyait le détail, c'était assez ridicule. C'était, pour vous dire, le niveau, je pense que Wikipédia, c'était du très haut niveau par rapport à ce qu'il y avait sur chacun des journalistes. Donc déjà, il faut dépersonnaliser, me semble-t-il, cette question-là, parce qu'autrement, on fausse le débat. En revanche, c'est clair que quand vous allez sur des sujets qui sont vraiment au cœur du régalien, là, il y a, mais j'ai envie de dire, c'est consubstantiel, c'est vraiment profondément inscrit dans le logiciel des personnes qui servent l'État, un sentiment d'intrusion. Et là, on n'est pas on est presque sur un terrain moral. C'est-à-dire mais qu'est-ce que vous faites là? C'est-à-dire que vous n'êtes pas légitime. Et à travers leurs réactions, qui souvent d'ailleurs, le seul souci qu'ils ont, c'est d'essayer, à la limite, le journaliste, ils en ont pas grand-chose à faire. En revanche, le seul souci, c'est de savoir qui les a informés. Donc là, on est en plus d'emblée on foule la règle, je veux dire, la première pierre de ce qui fait finalement le rôle, la fonction des journalistes, qui est d'être une vigie de la démocratie et sans secret des sources. C'est-à-dire ce rôle-là, il explose en vol. Or, en face, vous avez justement le régalien, l'État. Le premier truc, c'est on va savoir qui vous a parlé. Alors après, en effet, chacun doit mettre en place des mesures pour protéger les gens. Très honnêtement, on a passé la journée à parler des moyens techniques de surveillance pour se dissimuler, c'est quand même un peu compliqué. Et je pense qu'il faut revenir, un peu comme les voyous peuvent le faire, à des moyens vraiment basiques. Ce qu'il faut, c'est appeler beaucoup de gens, à commencer par les gens qui peuvent vous surveiller. Donc ça, c'est une première, c'est un peu artisanal, mais ça peut fonctionner. Et puis par ailleurs, il y a aussi ne pas utiliser de moyens technologiques pour communiquer avec un certain nombre de personnes. Il n'y en a pas beaucoup. Les vraies sources, il n'y en a pas tant que ça. Mais ce qui me frappe, et c'est encore fort aujourd'hui, pas plus tard qu'au printemps, j'ai travaillé sur une histoire de prolifération, de contre-prolifération, une opération combinée entre plusieurs services de renseignement qui se déroulait en France sur le retournement d'un Syrien, dans le cadre de recherche sur l'état du programme chimique de Bachar el-Assad. On a sorti le papier.
Et ça a été vraiment brutal, ça a été violent. C'est-à-dire que vous avez un appel sur votre portable à 8h du matin, enfin peu importe l'heure, mais du patron d'un service qui est outré. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est, mais comment avez-vous osé faire ça? Et on saura qui vous a informé. Donc de nouveau, je pense que là, on est en 2017, et je pense qu'il y a des pans entiers de sujets où on considère que les journalistes n'ont pas leur place. Et ça, pour finir, ça m'est arrivé au moins je me souviens d'une fois à l'époque des histoires sur Big Malion, de croiser quelqu'un, c'était entre 2013 et 2015, où au journal, on était en train d'essayer justement de donner connaissance aux lecteurs de quel était cet outil de surveillance créé depuis 2008. Tout le monde niait son existence, etc. Et un jour, on rencontre une des personnes au sein de l'État qui connaissait l'intégralité de cette histoire, et qui nous a dit « Mais vous ne voulez pas plutôt aller travailler sur Big Malion avec vos confrères ?» Donc c'est de nouveau sur l'illégitimité, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. La deuxième question, c'est justement, est-ce que les garanties apportées par la loi, on en parle depuis ce matin, notamment le rôle de la CNCTR, et puis cette idée que normalement les journalistes sont censés être protégés, est-ce que ces garanties sont suffisantes quand vous menez des enquêtes dans ce genre de domaine régalien? Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous sentez rassuré justement à nouveau? Moi, je prendrais l'exemple de la consoeur qu'on a évoquée tout à l'heure, Camille Polony, qui a réussi à prouver qu'il y avait des données personnelles qui avaient été collectées par un service. Quelles conséquences pour ce service? Aucune. Donc, je ne sais pas si elle a porté plainte. Elle a porté plainte, donc on verra. Mais en l'état, le contre-pouvoir fonctionne, dans ce cas d'espèce en tout cas, fonctionne assez peu. Voilà. Je voulais juste rementionner ce cas-là. Précisément sur cela, le fait qu'elle ait été informée quand même, ce n'est pas déjà un progrès, c'est-à-dire que, voilà, Jacques Folleroux, il a demandé, on lui a dit qu'il n'est pas sous surveillance illégale, elle l'a demandé, on lui a dit que oui. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Ça ne va pas jusqu'au bout peut-être, mais c'est un grand progrès par rapport à la situation peut-être. Mais pour le coup, tout est relatif parce qu'il faut relire les différents articles qu'a précisément publié Camille Polony sur la procédure qu'elle a engagée, qui au départ était pour vérifier en fait si ce fameux droit d'accès indirect qui s'exerce via la CNIL au fichier qui intéresse la sécurité nationale est effectif ou pas. Bon, elle se rend compte que très manifestement pas, et donc elle découvre que par ailleurs elle a été fichée illégalement par un service de renseignement. Ce qu'elle explique très bien dans ses papiers, c'est qu'il fut un temps, à l'époque notamment des renseignements généraux, où certains journalistes réussissaient à avoir accès à leur dossier et pouvaient prendre un peu la mesure finalement du type d'informations qui étaient collectées les concernant. Et il me semble que ça n'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc effectivement, il y a des choses qui sont inscrites dans la loi, il y a des techniques qui auparavant étaient illégales, qui sont devenues... Enfin, en fait, à la faveur de leur encadrement, elles ont aussi été inscrites dans la légalité. C'est pas complètement anodin, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu, me semble-t-il, ça vous connaissez probablement ça mieux que moi, devant la Cour européenne des droits de l'homme, des journalistes qui avaient réussi à faire valoir qu'ils avaient été surveillés illégalement. Bon, aujourd'hui, les techniques en question seraient légales. Donc la seule garantie qu'on a, entre guillemets, c'est que quand le cas d'un journaliste est étudié, il est effectivement en formation plénière à la Commission de contrôle nationale de contrôle des techniques de renseignement pour ce qui est de déclencher une écoute par le schéma classique. Mais voilà, on sait aussi que les contextes politiques évoluent. Il y a quand même des cas dans les années passées. Enfin, je laisserai mes confrères du Monde parler de l'affaire des fadettes. Mais il y a aussi eu un avant et un après les fadettes. C'est qu'après cette histoire de fadettes, les journalistes ont compris ce que c'était que les métadonnées et que effectivement une source pouvait être mise en cause rien qu'en regardant une facture téléphonique. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut voir comme des progrès et puis d'autres où il apparaît qu'il y a en réalité plus d'opacité. Juste un mot sur les textes qui protègent, enfin en tout cas dans la loi renseignement, la profession de journaliste apparaît aux côtés des magistrats, des avocats et des parlementaires, me semble-t-il, ce qui crée par ailleurs un effet un peu bizarre comme d'extraction du corps social des journalistes qui serait une sorte, je sais pas, de groupe à part avec les parlementaires, les avocats, les magistrats et les parlementaires. Bon, mais admettons, mais il y a très peu sur le secret des sources.
on dit qu'on protège les journalistes, mais en fait, ce qui compte, ça a été un peu dit, mais c'est de protéger nos sources. Enfin, nous, on s'en fout dans l'absolu d'être protégés. On est des citoyens, des citoyennes comme tout le monde, mais c'est que souvent on nous utilise, ce que disait Jacques Folleroux, pour trouver nos sources, les gens qui prennent des vrais dangers pour nous informer, et du coup pas pour nous informer, mais pour informer l'ensemble du public. Et c'est ça qui est très peu protégé et extrêmement problématique, c'est qu'en France, on poursuit très peu, voire à ma connaissance quasiment pas, les journalistes. Le recel de la violation du secret de l'instruction est un délit en voie de disparition, et c'est tant mieux. Mais par contre, on peut encore utiliser les journalistes pour trouver les sources et pour assécher une information qui ne serait pas une information qui relève de la communication. Et c'est là que c'est extrêmement préoccupant, à mon avis. Je crois que justement, il y a encore une affaire aujourd'hui avec le ministère de la Culture, la ministre de la Culture qui a porté plainte. Voilà, donc ça prouve que cette technique est toujours utilisée et que les journalistes ne sont pas à l'abri. Peut-être que c'est toi, je vois plein de termes. En anglais. Oui, enfin, ce sont deux questions qu'on a préparées ensemble. La première, c'était pour toi, c'est-à-dire, est-ce que vous prenez des précautions précisément particulières, surtout pour protéger d'ailleurs vos sources, précisément dans la continuité de ce que vous venez de dire? J'ai été personnellement frappé de lire le livre No Place to Hide de votre collègue donc Glenn Greenwald, qui explique comment il a failli ne pas recevoir les révélations de Snowden parce que Snowden le contactait désespérément, lui demandant d'établir le PGP. Donc le PGP, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est Pretty Good Privacy. C'est un logiciel de cryptographie qui permet de communiquer, donc d'envoyer des mails sans que personne d'autre que votre destinataire ne puisse le lire, ce qu'on appelle end-to-end, donc bout en bout. Et je me demande s'il y a pour vous un avant, un après Snowden, si vous avez adopté ces bonnes pratiques, si quelqu'un qui va voir cette vidéo souhaite vous contacter, est-ce qu'il va savoir qu'il va pouvoir communiquer avec vous? Je connais la réponse au moins pour Martin parce qu'il a épinglé en Twitter donc son code PGP, sa clé PGP, mais je voulais savoir de façon plus générale quelles sont les autres bonnes pratiques que vous utilisez dans ce domaine pour protéger vos sources. Il y a tout un tas d'outils, je ne sais pas si l'intérêt est de les lister. Pour avoir fréquenté pas mal les cercles, on va dire, experts dans ce domaine-là de cryptographie, de logiciels de protection de la vie privée, parfois le discours à l'égard des journalistes, c'était voilà, il faut tout protéger, tout verrouiller, tout chiffrer. C'est pas un raisonnement qui est applicable au quotidien. Et notamment, par exemple, prenons l'exemple de PGP, c'est extrêmement compliqué, très facile de faire des erreurs avec. Si on ne l'utilise pas tous les jours, c'est le désastre assuré. Et qu'est-ce qui vaut mieux, utiliser un bon outil mais mal ou ne pas utiliser d'outil du tout? La question mérite à mon sens d'être posée. Un expert de PGP maintenant. Il se moque de moi parce que je suis plutôt comme disent les Anglais, un low-tech guy, mais bon. Mais j'ai une anecdote qui peut vous faire sourire dans cet après-midi. Donc avec Martin, on travaille encore sur les documents Snowden, on est encore en contact avec lui, avec The Intercept, etc. Et avant, donc on a déjà au moins eu trois rounds de publication de documents Snowden sur lesquels on travaille pendant des mois, enfin c'est un peu laborieux. Et lors de du dernier volet de publication, donc nous on est dans un rapport, je veux dire, les éléments sur lesquels on travaille, ils vont être publiés. Donc je relis ça aux questions précédentes, c'est-à-dire que ça relativise aussi l'enjeu sur le secret. Le secret, est 6 mois avant, c'est vrai qu'il vaut mieux ça, mais 2 semaines avant, de toute façon, on va écrire et on va publier, donc ce sera public. Donc là, déjà, le rapport au secret, il doit être un peu nuancé et relativisé. Mais donc nous, dans un cadre de contradictoire, de respect contradictoire, et afin aussi, on prend en compte aussi le fait qu'on n'a pas une vision exhaustive de ces documents qui sont souvent très techniques, avec c'est hyper jargonneux, ça n'est connu que des gens internes au GCHQ britannique ou à la NSA, etc. Bon. Et donc, quelques jours avant la publication, on envoie une copie du document qui sera ensuite accessible sur notre site, etc. Donc on l'envoie à la NSA, au GCHQ, on lui dit voilà, on va publier sur ce document-là. Est-ce que vous avez un truc à dire? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous auraient échappé, etc. Bon.
façon un peu responsable. Et ce qui est drôle, c'est que, donc, en effet, c'est Martin qui s'occupe de la manip, et donc on envoie au type de la NSA, à notre interlocuteur à la NSA, on envoie par PGP, boum boum, Martin crypte ça, on envoie. Bon, alors le type revient vers moi, il me dit, j'arrive pas à lire votre truc là. Bon, on le renvoie une deuxième fois, bon, je vous la fais courte, au moins 4 ou 5 fois. Et le type de la NSA était infoutu d'utiliser PGP. Donc à la fin, il nous a dit, bon allez, balancez-moi ça en clair. Donc c'est une belle histoire parce que ça fait retomber un peu toute la fantasmagorie, qui le mythe, etc. Honnêtement, voilà, ça, en face, c'est aussi des gens qui bossent, qui ont des contraintes, qui ne sont pas forcément des grands geeks, etc. Et l'histoire, elle est vraie et elle nous a fait beaucoup rire. Et je me souviens lui avoir répondu, ah dis donc, la NSA, c'est vraiment plus ce que c'était, quoi. Ouais, non, il y avait juste un... En fait, je voulais revenir sur le début de votre question, c'est est-ce qu'il y a un avant et un après Snowden. Moi, j'ai l'impression qu'il y a à chaque fois un avant et un après ce type de truc. Parce que typiquement, quand il y a eu donc, le scandale qui a éclaté sur le fait que les factures téléphoniques d'un journaliste du Monde avaient été regardées de près par, à l'époque, la DCRI, c'était pas encore la DGSI, c'était la DCRI. Il y a plein de journalistes qui se sont rendus compte qu'effectivement, une facture téléphonique pouvait permettre d'identifier une source. Or, ça a été bien dit par tout le monde. La question, c'est pas nous, c'est les sources, et c'est la protection qui est... Le secret des sources, c'est pas juste un droit, hein, c'est aussi un devoir. C'est-à-dire qu'on doit protection à nos sources, donc évidemment ça pose problème. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a aussi pas mal de journalistes qui ont compris que quand ils appelaient une source sensible, il valait mieux pas le faire de leur portable. Il y a un avant et un après Snowden, effectivement, mais il y a aussi un avant et un après loi renseignement, c'est-à-dire que soit on y a été confronté directement, soit on l'a entendu de la part de confrères, des sources elles-mêmes, qui du coup ne veulent plus, des sources un peu sensibles, qui ne veulent plus discuter par téléphone. Alors effectivement, il y a pas mal de retours au low-tech, qui est une stratégie qui a fait la preuve de son efficacité. Et là, pour le coup, par rapport à ce que disait Martin, je pense qu'effectivement, plutôt que mal utiliser une techno avec des risques qu'il y ait une espèce de retour de bâton, mieux vaut ne pas en utiliser du tout et trouver autre chose. Mais effectivement, il y a de toute façon un avant et un après, ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on se rend compte que plus on encadre le renseignement, plus la perception aussi de son existence augmente et plus effectivement les protections, les professions dites sensibles sont amenées à prendre des précautions. Enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça. Il y a un double mouvement qui est lié à la fois au scandale de surveillance et au fait qu'effectivement c'est devenu un débat qui est un débat public, en tout cas beaucoup plus qu'il ne l'était avant. Alors, il peut y avoir un avant et un après Snowden, mais globalement, quand même, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un manque de sensibilisation sur le sujet. Enfin, j'ai l'impression que c'est un sujet, après c'est peut-être dû à mon environnement particulier, mais dont on parle peu entre journalistes. Si on veut vraiment protéger ses sources, c'est quelque chose qu'on va chercher par soi-même, en contactant des associations qui prodiguent des formations comme Nothing to Hide, la Quadrature aussi le faisait également. Voilà, il y a encore des pratiques journalistiques. Récemment, il y a eu un cas comme quoi il y avait des rédactions qui travaillaient sur un Google Doc partagé. Du coup, Google avait repéré des contenus qui étaient potentiellement sensibles et avait bloqué tous ces Google Docs, impossible d'y accéder pour toutes ces rédactions. Je crois que c'était BFM, RTL, Mondadori France, des groupes comme ça. Donc ça, c'est des pratiques qui paraissent ahurissantes aux yeux des gens qui sont soucieux du respect de la vie privée. Donc voilà, peut-être qu'on ferait bien de revenir au low-tech, comme disait Amael, ou de faire comme Trump le conseil de ne plus envoyer de mails, mais c'était un truc comme ça. Il avait sorti un propos ahurissant comme ça. Oui, le low-tech, Hérodote, qui doit être tout aussi cher que Thucydide de Jacques Folloroux, sans doute, explique comment on faisait à l'époque. On rasait l'écran du messager, on écrivait le message, on attendait que ça pousse. Bon, peut-être avec le PGP, ça peut aller un peu plus vite. Donc, le low-tech a quand même ses limites aujourd'hui. Mais précisément, donc, ce qui nous amène à la question suivante, qui est une question des juristes. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé, parce que l'Union européenne est en train de travailler sur un nouveau règlement très, très important, e-privacy,
sur la sécurité des communications. Et les drafts, c'est évidemment, on aura beaucoup de négociations encore assez douloureuses sur ces points, mais les drafts actuels qui ont été adoptés tout récemment par le Parlement européen prévoient de promouvoir, demandent aux États de promouvoir le chiffrement de bout en bout, même parfois de l'imposer dans certains cas, et surtout de lutter contre les backdoors, donc les vulnérabilités imposées. Et on voulait vous demander quel est votre avis sur cette question, à la lumière surtout de... Je sais que pratiquement tous d'entre vous, vous avez écrit beaucoup sur ces questions, et les réactions des États, y compris en France. On a vu encore récemment la position d'un procureur français avec certains de ses collègues européens. Et on voit que les services, non seulement les services des renseignements, mais aussi la police, la justice, souvent disent on ne peut pas faire notre travail à cause donc de cette généralisation du chiffrement de bout en bout. Ils demandent des backdoors, ils demandent de trouver des solutions. Au sein de l'Union européenne, on a vu d'ailleurs que la position est plus nuancée parce qu'en même temps, ils annoncent un paquet antiterroriste où il y a une position beaucoup plus nuancée sur le chiffrement. Mais on voulait vous demander quel est votre avis sur cette question. Je veux bien commencer. Ce qui est un peu fascinant, en fait, quand on s'intéresse un peu à la cryptographie, c'est de voir que ce débat a déjà eu lieu. Enfin, il a déjà eu lieu il y a 20 ans. Et il se posait précisément dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté toute une série d'acteurs pour diverses raisons, pour des questions de protection de la vie privée, pour des questions de protection des transactions financières. À l'époque, c'était la question de la libération de l'export du chiffrement aux États-Unis tournait beaucoup autour de ça, qui voulait justement promouvoir le chiffrement. De l'autre côté, des services de renseignement ou des services de police qui disaient mais ça va totalement entraver les enquêtes. Et c'est assez fascinant de voir que effectivement ça se repose quasiment de la même manière, mais parce qu'il y a toujours des tas d'aspects différents à ce débat, ce qu'on ne perçoit pas toujours quand on lit effectivement certaines tribunes dans la presse. La cryptographie, ça protège tout le monde. Ça protège, effectivement, ça peut protéger des terroristes, ça peut protéger des criminels, ça peut aussi protéger des journalistes, des avocats, madame tout le monde, et y compris les agents de l'État. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir la manière dont a été traité le débat FBI contre Apple aux États-Unis. C'est qu'on remarquait très bien qu'entre d'un côté, le département de la justice, qui disait la protection des smartphones d'Apple nous pose un réel problème, et le département de la défense, qui disait faites très attention à demander des systèmes qui permettent de tout déverrouiller facilement. C'était quand même pas du tout le même discours. Aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui pensent que effectivement les backdoors c'est problématique parce que ça peut avoir des effets sur absolument tout le monde, et que donc la question c'est où est-ce qu'on met le curseur entre surveillance de masse possible et surveillance ciblée. Enfin, la vraie question, elle est quand même fondamentalement là, je pense. Pour répondre sur ce point, en liant avec la presse Snowden, et là j'irai peut-être un instant sur le terrain justement des organisations, des ONG, des activistes, c'est-à-dire qu'une des grandes leçons quand même de Snowden, c'est qu'on a quand même, grâce à lui, réalisé que à peine 10% de tout l'appareil de surveillance qui a été construit après 2001 aux États-Unis, l'appareil de surveillance donc technique, la NSA, était à peu près 10% simplement de ces moyens-là étaient vraiment consacrés à la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, la DGSE est engagée dans un vaste programme de recrutement. Ils ont de nouveau eu énormément d'argent pour améliorer leur capacité technique. Ils ont étendu le nombre de captations sur le nombre de câbles. Et on voit bien qu'à travers leur politique de recrutement, qu'il y a une grande partie de ces nouveaux venus qui sont attachés sur des fonctions qui n'ont rien à voir avec le terrorisme également. Donc les États ont aussi une forme d'instrumentalisation du risque terroriste à d'autres fins, qui sont des fins, mais tout à fait, je ne conteste pas leur légitimité, mais qui sont la lutte d'influence sur la scène internationale, la guerre économique, etc., etc. Donc il y a aussi, derrière la question de la cryptographie et un discours très offensif, très offensé aussi des autorités judiciaires, mais pas et aussi administratives, il y a aussi d'autres enjeux qui sont derrière, et il ne faut pas justement se laisser embarquer par un discours larmoyant et surtout qui va sur des racines simplement liées à la peur.
Pour ajouter un point sur le débat sur la cryptographie. C'est un débat qui, à mon avis, fait preuve de beaucoup de mauvaise foi, en tout cas de la part du procureur Molins, puisqu'il connaît, il connaît le code pénal et le code de procédure pénale, je pense, et il sait que depuis la LOPSI 1 ou 2, il y a la possibilité en France de poser des chevaux de Troie pour avoir accès à tout ce qu'il y a sur un ordinateur, et je pense que du coup, dans la formulation, ça doit inclure les smartphones. Je sais pas, ça je parle. Bon, en tout cas, qu'il y a une disposition légale qui existe. En revanche, pour des raisons qui sont essentiellement administratives et de mauvaise gestion, la police a mis très longtemps à se doter des chevaux de Troie idoines. Mais je veux dire, tout est là, et le chiffrement est là pour protéger tout le monde. Quand il faut le casser, ou en tout cas le contourner, c'est possible, les dispositions légales existent, donc on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait priver tout le monde de chiffrement ou mettre des backdoors partout. Enfin, tout est sur la table, et s'il y avait une meilleure administration, en tout cas si sur ce point-là il y avait moins de mauvaise foi et une meilleure administration, on n'aurait pas un grand débat. Alors on va passer à la deuxième partie du débat, c'est-à-dire en quoi les journalistes participent à ce contrôle du renseignement dans une société démocratique. Et donc la première question, c'est quel est le rôle des journalistes d'investigation dans la révélation des systèmes de surveillance? Alors surveillance de masse ou surveillance ciblée, et quel est le rôle des journalistes? Peut-être Jacques Folleroux. Je pense que pour le coup, la presse, l'agenda de la presse et de sa fonction est vraiment calé sur la démocratie. C'est-à-dire sur ce que devrait être normalement le travail des parlementaires, également de la société civile. C'est-à-dire que je pense que plus on débattra des questions de renseignement et des questions de sécurité, plus finalement la réponse à la menace sera précise, sera juste, ne sera pas attentatoire aux règles fondamentales qui fondent notre société. Et par ailleurs, donc non seulement ça joue, ça défend les règles démocratiques, et par ailleurs, je reprends mon propos tout à l'heure, je pense que plus on met sur la table la réalité des outils de surveillance, des politiques publiques de sécurité et des politiques publiques de renseignement, plus on contribue à une meilleure sécurité des citoyens et de la société. Je pense qu'il y a deux éléments connexes. Je n'ai pas la prétention de répondre à cette question extrêmement vaste, mais il y a deux choses. Le premier, c'est qu'il y a le rôle des journalistes, mais il y a aussi la place des lanceurs d'alerte. Et c'est vrai que ce qu'on sait sur le renseignement technique américain aujourd'hui, on le doit essentiellement à Edward Snowden. Et donc, bien sûr, ensuite, il y a eu des journalistes, et on est bien placé ici pour le dire, mais il y a un rôle aussi complémentaire assez important. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir. La deuxième chose, c'est la place du journalisme est d'autant plus importante que me semble être très très faible le contrôle parlementaire du renseignement de notre pays. Alors je ne suis pas un expert vraiment, mais j'ai l'impression à d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, on est quand même à un degré d'oversight, comme on dit en bon français, qui n'est pas du tout le même. Non, juste dans le même ordre d'idée, je dirais que les citoyens et les citoyennes en France ont globalement assez peu d'outils pour atteindre le secret. On n'a pas du tout, on est extrêmement en retard sur tout ce qui est Freedom of Information Act, ou en tout cas accès et demande de déclassification. Ce qui fait qu'aussi que les journalistes ou même ou n'importe qui se retrouve vite face à un mur et à peu près aucune solution. Sinon, pour les journalistes, de bien souvent violer la loi, à savoir révéler des informations qui sont protégées. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas y accéder autrement de ce point de vue. Je trouve qu'à un moment en France, on en parlait, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et là, ça a disparu dans le débat public, mais ces dispositifs de demande de déclassification quand les informations sont d'intérêt public, c'est essentiel, à mon avis, dans une vie démocratique un peu saine. Et en France, ça n'existe pas pour l'instant. Juste une seconde pour rebondir sur les propos de Martin. En ce qui nous concerne au Monde, c'est vrai que le fait d'avoir pu accéder et travailler directement sur les documents Snowden, dans lesquels il y avait des éléments qui concernaient le renseignement français, et donc le cœur de l'État, ça nous a donné un effet de levier. Et donc de temps en temps, à certains moments, on a pu rééquilibrer un rapport de force. Et donc on a pu les contraindre à nous écouter et voilà. Et donc nous à poursuivre
notre travail qui était justement spécifiquement sur la problématique purement française, qui était de décrire l'outil de surveillance dont s'était dotée la France pendant ce même moment-là. Mais c'est clair que dans le fond, qu'est-ce qui se joue? C'est un rapport de pouvoir. Derrière les questions technologiques, c'est un rapport de force entre un État, une raison d'État, qui a sa logique propre, dont le périmètre va bien au-delà d'un simple périmètre légal, et un périmètre qui est celui des sociétés démocratiques. Alors, est-ce que la question de fond qui m'intéresse, c'est d'ailleurs sur ce point-là que je travaille dans le fond, c'est de savoir est-ce que les sociétés démocratiques sont engagées dans un mouvement finalement d'extension de son périmètre et qui inclura notamment le contrôle et la gestion des politiques publiques de sécurité, étant entendu évidemment qu'il y aura des aspects de ces politiques de sécurité qui seront, qui relèveront simplement des services de renseignement selon des modalités précises. Mais voilà, je pense que ce qui se joue en permanence et derrière le risque terroriste, c'est finalement à chaque fois ça qui se joue pour moi, c'est rapport de force entre la démocratie et l'État, qui contrôle quoi, et quelles sont ces deux légitimités qui s'affrontent. Alors là, la question est un petit peu inverse, c'est-à-dire par rapport au risque terroriste, est-ce que ça arrive à des journalistes de taire des informations, de ne pas révéler des informations sur des... Il aurait connaissance de systèmes de renseignement qui existeraient, de techniques, et il ne les révélerait pas. Et comment est-ce que vous faites la part dans une logique de protection de la sécurité nationale? Évidemment, c'est-à-dire que c'est la grande différence entre un Snowden et un Assange, par exemple. Mais c'est évidemment que le but, une information, pour le coup, c'est vraiment un travail artisanal, ça se travaille, quel est l'intérêt? L'intérêt, et là on revient aussi sur une définition qui est anglo-saxonne, mais qui me semble-t-il, est vraiment un standard qu'il faut atteindre, c'est-à-dire une information, c'est quelque chose, c'est un élément qui relève de l'intérêt général. Et à partir du moment où vous arrivez à rassembler, à construire, à rassembler les éléments suffisants pour mettre une information sur la place publique et qu'ensuite elle fasse l'objet d'un débat, qu'elle intéresse justement le sort, l'avenir de la collectivité, ensuite libre à cette collectivité de s'en saisir ou pas, de faire un choix dans ce sens ou dans l'autre sens, c'est plus le problème du journaliste, mais son travail il est de mettre sur la place des éléments objectifs, de description de la réalité qui soit légitime, qui soit le plus juste possible et qui soit alternatif à un discours qui soit un discours officiel, notamment celui de l'État, mais pas que, pour que une démocratie, que les citoyens puissent se former leur opinion. Donc c'est vraiment basique. Et ça n'est en aucun cas donc de révéler la veille l'endroit d'une perquisition ou de mettre en péril une enquête en cours. C'est pas ça une information. Dans la continuité de cela, finalement, l'objectif de ces workshops, c'est d'essayer de comprendre finalement comment on peut concilier les besoins des renseignements, la raison d'État, comme on l'a dit, les besoins, les impératifs de sécurité nationale et la protection des droits de l'homme, y compris la protection de la liberté d'expression. Donc, la question qu'on voulait vous poser, finalement, est-ce que vous ne reconnaissez pas que l'État est légitime, il a une légitimité à se défendre? Et finalement, est-ce que si on a suffisamment de garanties à la fois substantielles et procédurales, surtout un contrôle efficace, indépendant, est-ce que dans une telle hypothèse, on ne pourrait pas admettre le bien fondé de la surveillance, non seulement d'individus, mais aussi éventuellement de certaines populations sensibles? C'est une évidence que les services de l'État ont vocation à enquêter et dans certains cas à surveiller. Mais et ça, je relierai à l'affaire Snowden, c'est que peut-être cette dichotomie, on ne l'avait pas tous en tête, c'est la différence entre une surveillance massive, une collecte de données en masse pour ensuite être triées. On ne fait pas du tout ça en France. C'est une plaisanterie. Et une surveillance ciblée qui est avec des critères bien précis et sous un contrôle précis. Et finalement, je pense que c'est ça le débat. Et je pense qu'il n'y a personne, enfin je ne sais pas, mais aucun journaliste qui sincèrement peut dire non, les services de renseignement n'ont aucune vocation à exister. Je ne pense pas. Je ne sais pas si mes camarades sont d'accord, mais...
Le principe de la surveillance de masse, on pourrait être contre. Alors que là, la question, c'est est-ce que dans une démocratie, on ne peut pas reconnaître la légitimité pour des services de renseignement avec les garanties? On parlait tout à l'heure de la boîte noire. Est-ce que ça, c'est pas une méthode légitime de surveillance? Non, mais de nouveau, on est sur. C'est pas tant la question des moyens dont se dote l'État, mais c'est leur contrôle. Oui, est-ce que c'est légitime, même s'il y a tous les contrôles? C'est un choix collectif. C'est-à-dire que si une représentation nationale, si une population considère que voilà, d'une certaine manière, il faut aussi respecter. Si on considère que la démocratie doit être coactrice de la réponse dans l'usage de la force, et donc la réponse aux menaces, peut-être que cet élément-là, il faut aussi l'accepter. Et puis par ailleurs, tout bon pouvoir est un pouvoir surveillé. Voilà. L'État a un rôle légitime dans le fait de nous défendre, de surveiller d'éventuelles menaces terroristes. Après, le problème, c'est de se servir de cette anxiété généralisée, de cette peur, pour faire passer des lois qui, justement, amènent la surveillance de masse dont on parlait. Et ça pour le coup, c'est problématique de servir de cette anxiété-là pour aller dans ce sens. C'est vrai que ça soulève pour le coup, on sort de notre rôle de journaliste, je pense, en répondant à ce genre de questions assez clairement. Le renseignement, c'est la zone du secret. Et la définition de la zone du secret, ça doit être de l'ordre du compromis démocratique. Le problème, c'est que j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a des débats qu'on n'a plus. Et vous disiez, la surveillance de masse, c'est une inversion de la logique qui préexistait. C'est-à-dire, on ne va pas définir une cible pour la surveiller, on va surveiller l'ensemble, et à partir de ça, définir des cibles. C'est quand même un choix qui est extraordinairement fort. Et moi, j'avoue que je suis en réalité assez inquiète de constater que ça n'est pas réellement questionné politiquement. C'est-à-dire que la réponse qui est donnée, c'est on va mettre des garanties procédurales, il y a une commission de contrôle, etc. Mais c'est le fond de la question qui devrait être débattu en tant que tel. Or, moi, je constate que chez plein de gens, à partir du moment où cette surveillance... Et en fait, c'est là que c'est inquiétant. C'est à partir du moment où c'est des algorithmes qui travaillent, en fait, c'est plus de la surveillance. On peut considérer que c'est de la surveillance. C'était dans vos slides, d'ailleurs. Vous le disiez, il y a espionnage et puis il y a surveillance. Mais c'est pas parce que c'est un algorithme qui fait le boulot que ça n'est pas de la surveillance indiscriminée d'une masse de données. Et moi, j'ai l'impression que ce débat-là... Alors, parfois, j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdu. Enfin, qu'on a un peu perdu la bataille. Puis les jours où je suis plus optimiste, je me dis que peut-être ça reviendra. Mais en tout cas, il faut aussi se poser la question politiquement et pas juste y répondre par des garanties procédurales. Enfin, parce que c'est un choix de société quand même. C'est un choix de société, et je rebondis, qui nécessite d'avoir un débat éclairé. Or, ce qu'on dit depuis le début, c'est que sur ces questions, sur le renseignement, qui est tout de même une politique publique qui est extrêmement coûteuse, à nous tous, à nous toutes, on est relativement peu informés. Enfin, encore une fois, il y a du mieux. Il y a une délégation parlementaire au renseignement qui fait un travail bien meilleur aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a donc la CNCTR qui, là aussi, publie des rapports. Mais sinon, sur la politique publique de renseignement en France, on a quand même encore très très peu de choses. Or, sans un débat informé, on aura un débat qui sera pauvre. Et on aboutira à la surveillance de masse, tant que ça prévient d'autres attentats, on est pour. Voilà. Bon, ce qui est quand même d'une pauvreté absolue. Voilà. Et en dehors de la surveillance de masse, je voulais juste préciser que sur la surveillance ciblée, on pouvait aussi questionner le choix des cibles. Qu'on ne pouvait pas juste se limiter à ce débat masse ciblée. Et ce débat, il est un petit peu né, je trouve, au moment où on discutait où le Parlement votait la loi renseignement, puisque les motifs pouvant justifier des placements sous surveillance étaient listés. Et là, ils étaient listés et précisés. Et ça a permis de mieux savoir ce qu'était du coup une cible et de questionner sa légitimité. Oui, alors justement, à propos de cible, on se pose la question qui doit être protégé. Donc on a beaucoup parlé des journalistes, des avocats, éventuellement des médecins, peut-être des chercheurs ou des universitaires qui sont tout de même les très très gros oubliés de la loi. Donc est-ce qu'il doit y avoir, au début, justement, on était parti là-dessus en se posant la question, pourquoi particulièrement les journalistes et pas d'autres catégories ciblées, pas de protégées. Donc voilà, est-ce que ça vous paraît légitime d'être une catégorie un peu plus protégée que les autres ?
Je sais pas, non, moi je dirais que c'est effectivement, enfin c'est ce que je soulignais tout à l'heure, dans la loi il y a 2-3 professions, les journalistes en font partie, ça crée un corps, je trouve, qui est hors sol, c'est problématique. Après, il y a une fonction sociale du journalisme, peut-être qu'on l'a un peu oublié, mais c'est quand même ça le but du jeu, c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça que je sais pas qu'il y a un secret des sources qui existe, même s'il est très très embryonnaire. C'est pour ça qu'il y a des aides publiques à la presse, c'est pour ça que... Voilà, donc si on admet ce rôle social du journalisme, on peut considérer qu'il est légitime de les protéger un peu plus que d'autres, mais voilà, après il y a en plus toute la question, enfin, comment on définit un journaliste, enfin, voilà, à mon avis assez vain en plus comme débat. Il y a sans doute des questions de la salle, mais Serge a une dernière question. Mais enfin, pour revenir, les journalistes sont un canal privilégié de la fuite d'informations sur la surveillance. C'est la fameuse image du chien de garde, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus protégés. L'avocat, c'est parce qu'il y a une relation, un secret particulier, mais donc c'est sûrement pour ça. C'est que c'est la clé, la pierre angulaire pour que la démocratie puisse fonctionner quand il y a un système de surveillance. Alors la dernière question, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est le rôle des lanceurs d'alerte, parce que finalement, ça a été dit à plusieurs reprises, les journalistes sont assez démunis face au mur du renseignement, et c'est souvent par des lanceurs d'alerte qu'ils accèdent à l'information privilégiée. Et donc ici, c'était une question sur le rôle des lanceurs d'alerte en matière pour révéler ces systèmes de renseignement, de techniques de renseignement. Et est-ce que vous avez déjà eu des informations par des lanceurs d'alerte? Non, c'est pas ça. J'allais contredire un peu votre lancement, c'est-à-dire que pour le coup, on a parlé de Snowden, je pense que tout le monde voit un peu de quoi il s'agit, mais au monde, entre 2013 et 2015, on a publié un certain nombre de papiers justement tendant à décrire l'outil de surveillance, la collecte massive de données, l'outil qui avait été créé en France, et de 2013 à 2015, on s'est heurté à un silence absolu, commencé par celui des confrères, une certaine forme d'hostilité, d'incompréhension, y compris au sein même du journal. Et fort heureusement, il a fallu attendre. François Hollande est arrivé, et lors d'une émission sur Canal+ en mai 2015, interrogé sur un journaliste qui avait fait sa revue de presse et qui avait récupéré un papier du Monde sur ce sujet-là, paru 15 jours avant, pose la question justement sur nous on appelait ça on savait pas comment ça s'appelait exactement, donc on a appelé ça le PNCD, la plateforme nationale de techniques de renseignement, etc. Donc la question lui est posée, mais c'est quoi cette plateforme, etc., etc. Et il a confirmé son existence. Donc comme il a confirmé après les assassinats ciblés, je pense pas qu'il a un syndrome transgressif, mais en tout cas il a participé très utilement à l'avancée finalement du débat. Et après, chacun se fait son point de vue. Mais donc, on peut, y compris en France, on peut travailler sur les questions de renseignement indépendamment justement de l'intervention d'un lanceur d'alerte. Le journaliste peut travailler. Vous avez bien des informations par quelqu'un? Oui, mais ce ne sont pas des lanceurs d'alerte. Ce sont des sources. C'est pas la même chose. Effectivement, il faut s'entendre sur la définition du lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur d'une organisation et qui décide d'en sortir des informations parce qu'il estime que son organisation agit mal. Mais c'est une qualification qui, en réalité, s'applique pas forcément à énormément de personnes, et il y a effectivement des tas de sources beaucoup plus classiques. C'est comme d'appeler un journaliste un lanceur d'alerte. Je trouve qu'il y a un abus de langage, en fait. Dès qu'on dit, je rebondis sur lanceur d'alerte parce que maintenant et peut-être qu'on a besoin en ce moment de se rattacher à ces figures, mais on a l'impression d'un chevalier blanc qui arrive pour sauver la démocratie. Alors c'est un peu ce qu'a fait Snowden. Mais sinon il y a plein de gens qu'on n'appelle pas des lanceurs d'alerte, qui seront des inconnus pour toute leur vie, qui donnent des informations qui permettent d'enrichir le débat public, et sans qu'on dise lanceurs d'alerte, etc. Et je pense que c'est important de continuer à les considérer eux aussi, que ce soit pas juste le lanceur d'alerte qui est tout là-haut, et puis après personne. Non, en fait, il y a plein on les appelle des sources, ça peut être des informateurs, mais qui sont là pour, in fine, pour enrichir le débat public, pas pour que les journaux vendent plus d'exemplaires. Et le journaliste, il est utile quand même. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais...
Mais moi, j'ai une conception avec Jean-Philippe Fogel du lanceur d'alerte qui n'est pas un héros. C'est juste une fonction. C'est un rôle qu'on a à un moment donné, où on a accès à une information privilégiée, on a conscience. Et donc, quelque part, s'il y a des personnes qui ont accès à cette information et qui le révèlent à un journaliste, pour moi, il est dans un rôle de lanceur d'alerte. S'il le fait de manière transgressive, c'est-à-dire que sa hiérarchie n'est pas au courant. Oui, parce qu'il y aura un très bon papier sur les lanceurs d'alerte dans quelques instants. On passe aux questions, donc, s'il vous plaît, pour lever la main. Peut-être on commence par vous, ensuite Kavé, ensuite le monsieur, ensuite Marie-Laure, et ensuite on voit. Snowden est président d'une association qui s'appelle la Freedom of the Press Foundation. Et l'activité principale de cette organisation consiste à développer un logiciel depuis 2013 dont il aurait eu besoin au moment où il a fait son travail. Et donc ma question c'est, est-ce que vous comptez mettre en œuvre ce dispositif technique dans vos journaux? À ma connaissance, ce n'est pas le cas, de façon à pouvoir protéger les gens qui, comme Snowden, dans les agences de renseignement, souhaiteraient s'adresser à un média en courant le moins de risques possible. Donc la question que je voulais poser, elle est peut-être un petit peu plus large que le sujet du panel. Sur les thématiques qui ont été présentées, dont on a discuté aujourd'hui, il y a clairement une interaction forte qui doit exister entre la communauté académique et les journalistes. Or, on constate que, alors c'est pas une critique que je fais, les gens qui sont autour de la table sont dans les journalistes ceux qui ont le plus de contact avec la communauté académique. On les a bien choisis, mais globalement, les interactions entre la communauté académique sur ces questions et la société et les journalistes sont en deçà de ce qu'on voit dans le monde anglo-saxon ou dans d'autres endroits. Est-ce que vous pourriez nous critiquer, nous, et nous dire où est notre faute? C'est quoi notre erreur? Et pourquoi, sur un certain nombre de ces questions, on n'est pas entendu? Pourtant, sur les questions de surveillance, on en a parlé longtemps avant Snowden. Sur les problématiques, on en a parlé longtemps, mais ça n'a jamais été entendu. Bonjour, Mathieu Guillen, je suis étudiant en master d'intelligence stratégique et risques internationaux à Lyon 3. J'ai une question dans la mesure où la table ronde s'appelle surveillance et journalisme, question un peu provocante mais qui ne reflète pas le fond de ma pensée, c'est dans la mesure où les journalistes transmettent des informations aussi aux services de renseignement, notamment à travers les SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers, etc. Et sur la localisation de certains djihadistes en zone de guerre à travers des reportages, par exemple, quelle est la... sur quoi se base la légitimité du coup des États pour poursuivre éventuellement, comme en Turquie, au retour d'une zone de guerre, un journaliste ou qui ont collaboré avec des lanceurs d'alerte sur des évasions fiscales qui ont servi au renseignement derrière. Voilà. Non, rapidement sur l'outil. Alors c'est SecureDrop, c'est un bon outil, hein, ça marche bien. Ça correspond à un modèle de menace ultime. Et c'est pas toujours super simple à mettre en place. Bon, l'IB, je le dis carrément, nous on n'a pas d'outil, enfin pas encore. Voilà. Au Monde, ils en ont un qui s'appelle Source Sûre, qui est basé sur une plateforme pour le coup mutualisée. Et c'est aussi un bon système. Donc effectivement, je pense qu'il faut de manière générale encourager les médias à mettre en place ce type de plateforme. Après, voilà, le choix de l'outil, très honnêtement, c'est en fonction de est-ce qu'on a envie ou besoin d'un outil mutualisé, parce que ça a aussi vachement d'intérêt. Le cas le plus spectaculaire, c'est aux Pays-Bas. Il y a une plateforme comme ça destinée aux lanceurs d'alerte. Il y a 50 médias dessus. Donc autant dire que effectivement c'est un point d'attraction. Du coup, comme il y a 50 médias, il y a aussi beaucoup de médias qui en parlent et évidemment que le truc ramène de l'info parce que c'est beaucoup plus facile à exposer. Quand chaque média a son outil, bah, c'est plus compliqué. Et puis alors après sur les contacts avec la communauté académique, bah, moi j'ai tendance à penser que c'est un peu la même question qu'entre les journalistes et les geeks ou ce genre de choses. Il faut qu'il y ait des efforts des deux côtés en fait, c'est-à-dire que il faut que les journalistes fassent l'effort de discuter avec des universitaires et puis du côté des universitaires il faut qu'ils n'hésitent pas aussi à signaler quand ils ont une publi intéressante,
C'est juste qu'il faut réussir à trouver un langage commun et des moyens de se causer pour que ça soit plus fluide. Mais en général, c'est comme tout, vraiment, je pense que quand la communication passe mal, c'est forcément que chacun a sa part de responsabilité, et pas uniquement les journalistes ou pas uniquement les chercheurs. Alors, pour le manque de communication entre le monde académique et les journalistes, je ne sais pas trop d'où vient ce sentiment. En tout cas, je pense que c'est une question de curiosité personnelle. Enfin, je sais pas, je suis entourée de personnes qui... je ne sais pas si... Regardez le nombre de références à des chercheurs dans les articles qui sont sortis. Et vous allez vous rendre compte que sur ces questions-là, en dehors de 3 ou 4 personnes qui sont autour de cette table, il n'y en a pas. Ah d'accord, non mais je pense que, comme disait Amel, en fait, peut-être qu'on est beaucoup sollicité, il suffit de trouver un langage commun, il y a quand même... On est quand même en permanence en contact avec le monde académique pour essayer de trouver des sujets, essayer de trouver des sources intéressantes qui pourraient nous servir. Donc j'avais pas vraiment ressenti ce problème. Et après pour SecureDrop, voilà l'outil dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est pour des cas d'extrême protection des sources et que c'est encore... finalement, au quotidien, c'est quelque chose qu'on fait assez rarement pour la majorité des journalistes. Mais c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup d'être formé, éventuellement que vous communiquiez davantage sur cette solution, pour que tout le monde soit au courant qu'il y a une solution qui existe, qui permet d'effacer toutes les métadonnées des personnes qui viennent sur un site pour informer au sujet d'un sujet d'importance nationale. Alors, moi, je ne dois pas être figuré parmi votre liste parce que je ne cite pas beaucoup d'académiques non plus. Enfin, non plus, en tout cas, moi, j'en cite pas beaucoup. Mais pourquoi ? Parce que j'aurais grand plaisir à citer, mais travaillant sur l'état secret, sur l'état profond, le problème, c'est que les académiques, ils n'ont pas accès à ces informations-là. Donc moi, je suis en contact avec des gens qui peuvent me permettre justement de décrire cet état de surveillance, cet état secret, et d'essayer de voir les abus de secret. Donc moi je cherche des sources. Donc après peut y avoir, journalistiquement, on a aussi un traitement qui n'est pas simplement sur la révélation d'informations, mais il y a aussi l'explication, un travail de pédagogie. Et dans ces cas-là, en effet, ce travail de dialogue, il doit exister. Juste un dernier point sur quelqu'un a mentionné l'histoire des leaks, etc. C'est un point qui est intéressant parce que je trouve que ça montre aussi, ça montre en creux toute la difficulté qu'on a à travailler, là, tous les 5, sur les questions finalement liées à la sécurité. On voit bien que les leaks, ça porte quasiment essentiellement finalement sur des questions d'égalité, c'est des questions fiscales, qui sont immédiatement compréhensibles par les gens. C'est-à-dire, c'est la même chose que l'époque, le Canard enchaîné qui publie la feuille d'impôt de Chaban-Delmas, le salaire des grands patrons, etc. Les gens voient bien, est-ce que moi je gagne, est-ce que je me fais avoir ou pas. C'est un ressort qui est facile à activer. En revanche, il est vraiment extrêmement difficile. Et là, on partage finalement le même problème que les universitaires, que les associations, etc. On est sur un sujet qui est quand même inaudible et qui est complètement occupé par un discours anxiogène sur le risque, et notamment le risque terroriste. Et voilà, il est bien plus facile de travailler sur les questions liées à l'égalité que sur les sujets liés à la sécurité. Merci. Très rapidement, deuxième round de questions. Peut-être vous pouvez intervenir. On commence peut-être par Cédric, Marie-Laure et... donc Cédric Loradou, chargé de recherche à l'INRIA. Alors j'ai une question qui fait le lien avec ce qu'on a vu ce matin. On parle de l'après Snowden et les gens ont eu l'espoir que ça allait améliorer les choses, toutes ces révélations. Mon opinion personnelle est que ça n'a pas amélioré les choses, c'est juste que la communauté du renseignement a resserré les rangs et a mis en place des technologies pour éviter les problèmes de lanceurs d'alerte ou de sources. Est-ce que vous, globalement, depuis Snowden, vous avez plus de difficultés à trouver des sources qu'avant ou pas ? Moi, c'était simplement en fait une remarque parce que vous êtes tous des journalistes qui travaillaient sur les questions de la sécurité en général, de la surveillance en particulier. Vous avez fait état du fait que vous avez pu avoir un comportement qui a pu être modifié du fait de l'existence de la surveillance. En même temps, alors ça, je reviens toujours dans mon domaine, désolé, c'est celui que je connais, celui des migrations. On a certainement
eu un effet état d'urgence qui a modifié le comportement des services de renseignement et, je pense aussi, des journalistes sur une espèce d'autocensure. En même temps, on ne peut pas oublier que des journalistes qui ne travaillent pas sur la question de la sécurité ont fait l'objet de mesures de surveillance et puis après de garde à vue et d'assignation à résidence, je pense à Gaspard Gantz, qui pose quand même la question de quelle est l'utilisation qui est faite par les services de renseignement des renseignements qu'ils obtiennent sur les personnes qu'ils ciblent. Et pourquoi ils ont ciblé cette personne-là. Alors pourquoi les jours se retrouvent dans 2 affaires là-dedans, il y a aussi une technique de cet hebdo qui est particulière. Voilà. Deuxième chose, c'est pour répondre à monsieur sur le lien entre la recherche et les journalistes. Bah, ici, les journalistes qui sont à cette table, pour certains m'ont contacté pour avoir des infos. En revanche, les parlementaires, pour mieux comprendre, ne m'ont jamais contacté. Voilà, donc je ne voudrais pas qu'on croie que les journalistes sont plus... Voilà, je pense que d'abord, vous n'êtes pas beaucoup. Vous n'avez pas forcément beaucoup de lignes disponibles dans vos quotidiens à offrir à votre thématique, parce que vos rédac chefs ne sont pas forcément très ouverts là-dessus. En revanche, on a des politiques qui ont des missions là-dessus et qui ne s'intéressent pas du tout à ce que font les universitaires. Donc là, il y a quand même peut-être une question plus forte à poser. Alors moi, je voulais d'abord commencer par une remarque. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Framadrop, mais du coup, nous, on l'utilise par exemple dans nos échanges de temps en temps avec Privacy International, et du coup, ça nous permet de passer outre le problème de PGP qui est du coup un petit peu compliqué à mettre en place. Je crois même qu'il y a une possibilité de faire que le document s'autodétruise à partir du moment où il a été pris une fois. Donc à mon sens, ça permet déjà c'est anonyme, c'est complètement anonyme. Donc à mon sens, ça permet déjà de se débarrasser d'une grande partie des problèmes portés par PGP. Et j'avais une question parce que du coup, c'est vrai que vous avez eu des questions sur... comment vous positionnez, comment vous vous positionnez vis-à-vis de vos sources. Il se trouve que nous, on a eu une affaire sur le décret secret de 2008. Le journaliste était la source, il a été l'objet de pression, et du coup, on n'a pas pu avoir d'informations. Donc, évidemment, le recours s'en est énormément senti. Donc, j'aimerais savoir un petit peu, est-ce que pour vous, il est plus dur d'être une source ? Que les journalistes. Du fait qu'ils sont journalistes, ils deviennent un relais, et c'est un problème. Voilà, pour répondre assez brièvement à ta question, oui, c'est plus facile d'être journaliste que d'être une source. Enfin, vraiment, c'est sans comparaison, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, quand un journal publie des révélations, c'est rarissime, je ne sais même pas si c'est arrivé ces dernières années que des journalistes ou des rédacs françaises soient traînés en procès pour recel, par exemple. C'est la source qui prend le risque dans ces cas-là, systématiquement. Enfin, il peut arriver, le genre de cas que tu décris, c'est vraiment pas la règle. Enfin, la règle générale, c'est que c'est la source qui prend les risques. Et c'est pour ça d'ailleurs que la question du secret des sources est aussi importante. Et effectivement, c'est peut-être, comme le disait Pierre, ce qui peut justifier qu'on bénéficie de certaines protections particulières en matière de surveillance. Effectivement, c'est la protection des sources, mais enfin, pour le coup, il y a vraiment pas de... Enfin, il n'y a pas d'équivalence entre les deux statuts. Juste, et par rapport, oui, il y a aussi un autre truc qui marche bien et qui fait du PGP, mais sans savoir faire du PGP, c'est ProtonMail. Voilà, je le glisse comme ça parce que c'est vachement pratique, et notamment avec des gens qui savent pas l'utiliser, y compris parce que c'est long à apprendre et que des fois on fait des boulettes avec. Donc, Non, si c'est ma dernière prise de parole, je voulais juste dire en 2 mots, enfin remercier tous les gens qui administrent et qui utilisent tous les outils. Tail Store, ça nous est extrêmement précieux. Il y en a ici qui en soient remerciés, surtout tort, mais Tails aussi. Et voilà, ça nous est extrêmement utile. On n'a pas souvent l'occasion de le dire, mais ça nous est précieux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Pour revenir sur la question sur les outils, sur SecureDrop, je suis tout à fait d'accord avec Amael pour dire que c'est vraiment un outil, c'est l'outil ultime, c'est le ultime. Et c'est la source ultime, et cette source ultime, elle arrive quasiment jamais. Et du coup, ce que moi personnellement j'estime avoir besoin, c'est davantage des outils intermédiaires. Par exemple, Framadrop, il y a plein d'autres petits services comme ça, ou ProtonMail. C'est vrai que ça commence à se combler, mais pendant très longtemps, il y a eu une espèce de voilà, les outils faciles à utiliser, qui marchent, qui sont pas complètement résistants à tout, mais qui donnent une bonne protection. C'est plus ça, moi, à mon sens, dont on a besoin.
Surtout pour les gens comme Jacques. Alors, c'est pas moi qui vais fournir l'expertise, mais en revanche, je peux moi observer l'usage fait justement des moyens de communication par les gens sur qui je travaille, donc les services de renseignement ou les services de police. Et il y a une chose qui me frappe depuis ces dernières années, ces derniers temps, c'est de voir comment, par exemple, le renseignement intérieur, mais aussi le renseignement extérieur, utilisent WhatsApp. Et c'est plutôt un signe, si vous voulez, voilà, si eux se protègent, enfin, si eux utilisent ça, c'est plutôt bon signe. Et c'est tellement bon signe que lors de la guerre en Irak, il y a eu des frappes réalisées par des avions britanniques qui ont été ordonnées du sol par des forces spéciales britanniques via WhatsApp. Donc je sais, alors moi je pourrais pas vous parler de WhatsApp pendant 3 heures, mais je vous livre ces informations-là et pour moi elles ont du sens. Parce que la question a été posée de est-ce que la presse Snowden rend plus difficile de trouver des sources? J'ai pas forcément l'impression, mais en revanche, ce que ça déclenche, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des sources qui veulent mettre en place des process de communication différents. En partant du principe que, effectivement, ça va plus être une conversation au téléphone portable. Ça, je l'ai pas mal entendu. Et des journalistes qui vont utiliser des téléphones portables qui ne leur appartiennent pas pour appeler certaines sources sensibles, par exemple, pour qu'on ne puisse pas établir de connexion. C'est plus ça, plus que la difficulté à en trouver vraiment. Mais oui, je pense que les sources s'ajustent aussi en fonction de ça. Et je voulais rebondir sur ce que disait Martin, mais du coup, ça m'est complètement... Non, on va arrêter là.